Madame Gauguin? Elle est là l'équipe, Oui, le médecin. هنا تحت. Ouais. On va l'enregistrer. لحقوا ولا ما لحقوش؟ خلينا 2 minutes. Parce que j'aimerais bien que Manzo يبدا faire la théorie, بعد نديروا la pratique. بعد الخير. خلاص. انا بعت لك d'enregistrement. ما جاتنيش عاودها داكور. المطلوب كان ناحية عاودة. جاتني فوالا. نورمالمون ليحة مصطفى قريبة تمتم. ربحية. قريبة سي فاسيل. الله يخليهم. Non, c'est vrai, entre l'INP et Mustapha, c'est une bonne chose parce qu'il y a le métro, même quand on ne peut pas venir en voiture, il y a le métro, c'est rapide. Bon, après, bon, il y a toujours les aléas, la circulation. Douira, bien sûr, Douira, c'est... Donc, لازم تتجمع نعاودها. هاي هذه. C'est bon. Ok. درتهاش مازال. دوكا نبداو من بعد. اوكي. شو انت ما جايكمش خبير. Alors, on y va vers l'ouverture, ça y est, vous avez passé vos présentations. Alors, on est prêt. Bonjour à tous. Bonjour la jeunesse. Vous êtes jeunes, beaux. C'est bien, c'est bien. C'est gentil. C'est un très bon compliment. Il faut le refaire tout le temps. Alors, nous restons dans la continuité, si je comprends bien. Nous avons vu les causes et les conséquences de tous les dysfonctionnements hépatiques, cardiaques et rénales. Maintenant, nous allons toujours aller dans ce sens, mais en continuité, c'est-à-dire voir comment adopter une approche pluridisciplinaire. C'est ça? Très bien, oui, donc... Bon élève. Voilà, oui. Et pour aider chaque organe et protéger chaque organe. Nous allons, dans la méthode de travail, on va voir toutes les bases physiopathologiques. Ensuite, adopter tout ce qui est aspect clinique en s'appuyant sur des cas cliniques et de la théorie. On touchera la cardio, la pneumo, les pathos et le rein bien sûr, parce que le rein c'est le... je vous laisse prendre la parole, je vous laisse vous présenter de nouveau et l'un de vous fera l'ouverture. Très bien, donc je vous remercie. Est-ce que je peux faire juste une petite remarque? Oui, allez-y. Alors, au cours de nos formations, chers participants, au cours de nos formations, nous avons remarqué qu'il y a des intrus, et je pèse bien mes mots. Au cours de notre formation, il y a des gens qui viennent et qui demandent, je ne sais pas si c'est des boîtes de formation ou des sites, et qui rentrent
en faisant de notre page qui appartient au ministère de la Santé, une étatique, une paix qu'on a pour tout le monde. Vous nous supprimez cette partie. Ne mettez pas vos publicités. Terminé. En ce qui concerne l'enregistrement des formations, il vous est strictement interdit d'enregistrer les formations. C'est au bon vouloir de nos enseignants de vous les transmettre. Et je dis bien au bon vouloir. C'est leur travail et leur énergie. En général, ils les donnent. Il n'y a pas de problème. Mais l'utilisation, vous avez des formations, vous référez, je ne sais pas comment il faut parce que moi je ne donne pas d'enregistrement. Voilà, c'est méchant ce que j'ai dit peut-être, mais il fallait que je me fasse le point. Merci, cher enseignant. Aya. Donc, La balle, elle est dans votre... merci Madame Gogam, déjà comment surtout donc les services dans lesquels vous travaillez de formation médicale continue pour les efforts et pour l'intérêt plusieurs médiateurs qui sont incriminés, médiateurs hormonaux et les mécanismes inflammatoires oxydatifs, l'hyperactivité sympathique, le système rénine-angiotensine-aldostérone. Le mécanisme est une vasoconstriction qui résulte en une augmentation de la surcharge cardiaque et une diminution du débit cardiaque. De plus, l'angiotensine 2 va entraîner la synthèse de cytokines pro-inflammatoires, réguler la prolifération cellulaire et la fibrose et l'apoptose. Tout ça va induire l'hypertrophie myocardique et vasculaire jusqu'au stade de la dysfonction endothéliale. De plus, les récepteurs minéraux d'aldostérone jouent un rôle également dans l'hypertrophie et la dilatation cardiaque. D'autres mécanismes sont incriminés, mécanismes inflammatoires oxydatifs, donc l'espace réactif de l'oxygène, le monoxyde d'azote, qui intervient dans la balance SO2. Donc, ils ont un rôle hémodynamique systémique et rénal, ainsi que pour la régulation de la fonction cardiaque. L'interleukine 6 joue un rôle dans la connexion importante entre le cœur et le rein, et d'autres paramètres qui sont en cours d'étude. Certains sont prouvés, comme la protéinurie, l'anémie, les carences martiales, et les autres sont en cours d'étude, particulièrement la vitamine D et le facteur qui a été présenté dans un congrès européen. Donc là, on voit que on a plus d'hospitalisation pour insuffisance cardiaque si vous avez un débit de filtration glomérulaire bas. Paradoxalement, les patients hémodialysés, c'est une étude qui remonte en 2019, il y a 5 ans de suivi, présentent moins d'hospitalisation pour insuffisance cardiaque. Là, c'est la mortalité en fonction du débit de filtration glomérulaire et en fonction du stade de l'insuffisance cardiaque. Donc, vous avez une mortalité plus élevée chez les patients qui ont l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection réduite et qui ont été dialysés ou bien qui présentent un débit de filtration glomérulaire inférieur à 30 ml par minute par mètre carré. Pour le type 1, la prévention et prémonisation des médicaments qui bloquent le système rénine-angiotensine coronarien, respecter les règles hygiéno-diététiques, traiter rapidement les gens de troubles du rythme. Il faut privilégier l'utilisation, ça c'est important, des diurétiques de lance est primordial pour assurer la déplétion du volume extracellulaire à une vitesse inférieure à celle qui permet le remplissage depuis l'intercession vers le compartiment intravasculaire. Traitement vasodilatateur, tel que les dérivés nitrés, est important également. Si résistance aux diurétiques, une filtration extracorporelle peut permettre une correction de la balance hydrosol. Pour l'utilisation des drogues cardiaques, c'est en cas de choc cardiogénique. D'autres médicaments peuvent être utilisés, tels que les inhibiteurs de la phosphodiesterase, le levosimendan peuvent être utilisés si le rapport efficacité-tolérance reste à démontrer.
Juste pour... on ne peut pas, non. Le type 2, le syndrome cardio-rénal type 2, le traitement préventif est extrêmement important. Il faut utiliser le traitement des angiotensine, aldostérone, les bêta-bloquants, les vasodilatateurs, les inhibiteurs de la niprilisine, synchronisation dans des stades avancés. Il faut aussi insister sur l'importance de la gestion optimale de la rétention hydrosoluble, régime sans sel, diurétique. L'hypertension comme l'hypotension sont des facteurs de risque du syndrome cardio-rénal type 2. Enfin, il faut éviter les facteurs aggravants de la nephrotoxicité tels que les anti-inflammatoires non stéroïdiens, les produits de contraste. Il faut traiter l'anémie. Le type 3, 4, 5, pour le syndrome cardio-rénal de type 4, il se rapporte du traitement du type 2, la présence aiguë et donc de sa cause. Le type 5, c'est le traitement spécifique. C'est un traitement étiologique, par exemple, en cas d'amylose, il faut traiter l'amylose ou autre pathologie. Quelles sont les nouvelles perspectives thérapeutiques? Là, j'ai mis quelques plaques pour surtout ça. Oui. Donc, l'egliflozine, donc il y a une méta-analyse en 2019, il y a plusieurs études, en bas, l'étude c'est intéressé aux patients ayant un début de filtration de l'homogénéité entre 30 et 60. On observe une diminution du risque d'hospitalisation pour insuffisance cardiaque et le nombre de messes et des événements rénaux. Donc, actuellement, le GLT2 constitue un traitement de base du syndrome cardio-rénal. Pardon. Les phényrénales, donc c'est des antagonistes des récepteurs des minéralocorticoïdes, donc pourraient avoir une place chez les patients diabétiques ayant un syndrome cardio-rénal type 2 ou type 4. D'autres stimulateurs de guanylaciclase soluble orale, ce qui entraîne une vasorelaxation, une diminution de la prolifération des muscles lisses. Donc, cette étude a montré que l'utilisation du vericiguat chez les patients qui ont un débit de filtration inférieur à 30 permet de réduire le risque de mortalité et d'hospitalisation pour insuffisance cardiaque. Donc, il pourrait avoir une place dans le traitement du syndrome cardio-rénal avec fraction d'éjection réduite. L'omecarbine, c'est un actif. Recording in progress. L'acidose bicarbonate, quel que soit le stade d'insuffisance rénale chronique. Quelles sont les questions pratiques? Donc, questions pratiques pour la prise en charge du syndrome cardio-rénal. Donc, la titration. Lorsque vous avez une association atteinte rénale et insuffisance cardiaque, ce que préconisent les recommandations de l'ESI 2023, c'est la stratégie intensive. Donc, intensive et la titration rapide des médicaments. Donc, il faut optimiser le traitement dans les 6 semaines pour réduire le risque de hospitalisation et de mort chez les patients qui ont une association avec insuffisance rénale. Il faut décongestionner rapidement. Donc, traitement diurétique intensif. Et là, vous avez un schéma qui a été appelé sur une étude. C'est une étude qui est actuellement utilisée en pratique, c'est l'étude CARES. C'est l'étude de traitement randomisé, ultrafiltration versus traitement diurétique
a introduit un schéma thérapeutique personnalisé évalué quotidiennement sur la durée avec des doses importantes de c'est des patients qui nécessitent des inotropes. C'est des patients qui ont stade 4 de l'année 1 avec persistance d'un taux de BNP, un type BNP élevé malgré le traitement médical, qui aggravent leur dysfonction rénale ou bien hépatique ou bien leur dysfonction, leur insuffisance cardiaque, qui ont une fraction d'éjection inférieure à 20%, qui nécessitent un défibrillateur automatique, qui ont plus d'une hospitalisation pour insuffisance cardiaque dans les 12 mois, hein, qui ont de l'œdème persistant malgré un traitement diurétique bien adapté, qui ont une pression artérielle systolique basse, inférieure à 90 mm de mercure, et qui ont une... donc, ils ne répondent pas au traitement classique de l'insuffisance cardiaque. Ces patients-là, c'est des patients qui nécessitent une assistance circulatoire, c'est des patients qui sont candidats à une greffe cardiaque. Quels sont les messages clés de cette présentation? C'est donc cardiorénal, c'est une situation clinique fréquente qui augmente la durée du séjour et de la mortalité. Les définitions de classification sont bien précisées. Le traitement actuel repose sur l'optimisation de la volumétrie en période aiguë avec un traitement diurétique intensif ajusté à la durée quotidienne, donc attitude validée pour une FEA basale de 13 à 17 mg par litre. L'optimisation du traitement pharmacologique de l'insuffisance cardiaque pour diminuer la mortalité, donc association IEC ARA2 inhibiteur de la méthanisine avec une place controversée du minéralocorticoïde. L'optimisation du traitement pharmacologique de l'insuffisance rénale, donc il faut lutter contre les facteurs de progression et de complication de la maladie rénale qui peuvent aggraver le débit de filtration. Discuter au cas par cas la dialyse péritonéale. L'insuffisance cardiaque et dysfonctionnement rénal et congestion, ne pas arrêter le furosemide. Lorsque vous avez une insuffisance cardiaque avec dysfonction rénale, la titration des médicaments, une titration intensive est possible, mais attention, il faut que la clairance à la créatinine, attention lorsque la clairance elle est inférieure à 30 ml par minute. Détérioration de la fonction rénale sous traitement, ne pas toucher au traitement. L'insuffisance cardiaque, il faut surveiller. Et dysfonctionnement rénal pendant le suivi, orienter le patient vers un centre de soins tertiaires pour transplantation, assistance circulatoire. L'incorporation entre cardiologue et néphrologue est essentielle pour la prise en charge optimale de ces patients. Là, je vous ai mis une slide très intéressante. Donc, management du traitement de l'insuffisance cardiaque chez les patients qui ont une baisse du débit de filtration glomérulaire, donc l'insuffisance rénale.
Lorsque vous avez votre débit de filtration supérieur à 60, il faut commencer par faible dose de bêta-bloquant, ARA2 ou IEC, faible dose de minéralocorticoïdes, dose totale des SGLT. Ensuite, votre filtration dépend de la fréquence cardiaque, de la tension artérielle, de la fonction rénale et de la kaliémie. Filtration tous les 4 à 6 semaines pendant 6 mois. Si vous avez un débit de filtration entre 30 et 60, toujours commencer par faible dose, bêta-bloquant IEC ou ARA2, full dose SGLT2, faible dose des minéralocorticoïdes si la créatinine augmente de moins de 50% ou bien la kaliémie est inférieure à 5. Bien sûr, check-up, donc surveillance, fréquence cardiaque, tension artérielle, fonction rénale, kaliémie, tous les 15 jours pendant les 3 premiers mois. Débit de filtration entre 15-30, commencez par faible dose bêta-bloquant. Donc là, on ne donne pas d'IEC-ARA2, donc full dose SGLT2, léo dose des IEC, après titration du premier âge. Si vous avez un débit de filtration inférieur à 15, commencez par faible dose bêta-bloquant, plus faible dose IEC sans titration. Surveillance, kaliémie, fonction rénale, tension artérielle, tous les 15 jours pendant les 3 premiers mois, ensuite tous les 3 mois. Donc là, ce qu'il ne faut pas donner, les inhibiteurs de l'angiotensine et les inhibiteurs de la méprisine si vous avez un débit de filtration inférieur à 30, ou bien une augmentation de la kaliémie de plus de 6. Il est équivalent pareil. Je vais terminer en illustrant cette présentation par un cas clinique qui vous permet d'avoir quand même de se fixer les idées. Vous avez un patient âgé de 74 ans qui est de sexe masculin, hypertendu diabétique de type 2, tabagique, qui vient en consultation pour dyspnée orthopnée avec des œdèmes du membre inférieur et prise du poids récente de plus de 5 kg. Donc l'examen clinique, on trouve une tension à 150-90, une fréquence cardiaque à 100 battements par minute, des œdèmes du membre inférieur bilatéraux, crépitant à l'auscultation, avec surgissance des aiguilles. On fait une biologie en urgence, donc CRIA 25, donc l'ancien créatinine il y a 2 mois elle était à 14, clairance elle est estimée à 28, et vous avez des BNP à 1700 picogrammes par millilitre. On fait un ECG, il y a de l'hypertrophie rétinosinusale, l'hypertrophie ventriculaire gauche. L'échocardiographie Doppler, on a une dysfonction vésicystolique avec une FE à 35%, pression de remplissage qui sont élevées, et écho-rénal rein de taille normale. Donc, quel sera votre diagnostic, quelle sera votre prise en charge? Donc là, je vous ai mis les 4 diagnostics possibles. Donc, est-ce que c'est un syndrome cardio-rénal type 1, 2, 3, 4 ou 5? Donc, on revient sur le cas clinique. Donc, c'est un patient qui est hypertendu, diabétique, qui vient pour dyspnée. Donc, c'est un tableau aigu, avec peu d'imprimement inférieur et des crépitants. Une tachycardie, donc c'est un tableau aigu. Insuffisance rénale, une aggravation, donc ça fait une insuffisance rénale aiguë, parce qu'on avait une CRIA à 14 qui passe à 21. Il y a de la dysfonction vésicystolique, il y a des pressions d'emplissage élevées. Vous voulez des réponses? C'est bien qu'ils répondent s'ils envoient des messages. Oui, c'est mieux. Je pense qu'on peut temporiser un petit peu. On va prendre notre temps. Donc là, je reviens sur le cas clinique. J'en ai 5 ou 4. Pardon. Voilà, ça commence très bien. Voilà, Madame Bougan, répondez s'il vous plaît. Alors, par rapport à ce cas, donc vous pensez à quoi? Des sujets âgés, sexe masculin, hypertendu, diabétique, tabagique, qui vient pour dyspnée, orthopnée, œdème des membres inférieurs, fait du poids. Bon. Déjà, il y a une première réponse. OAP avec insuffisance rénale. Alors, OAP avec insuffisance rénale, oui, encore. Encore les autres, s'il vous plaît. La question, c'est pour la clinique diagnostic. Le diagnostic. Première question, c'est pour le... Alors, c'est quoi Quel est votre diagnostic pour la première question? Je vois une créatinine, il y a 2 mois déjà, elle était à 14. Déjà, ça oriente. Oui, déjà, ça oriente. Ça oriente. Et après, il y a une augmentation à 21. Fraction d'éjection à 28. Fraction d'éjection inférieure à 45%, on dit que c'est une dysfonction vésicystolique. Donc, pour parler d'insuffisance cardiaque, il y a des critères diagnostiques. Clinique et pas clinique. Parfait. Là, c'est une question intéressante. Putain. Non, c'est une réponse intéressante. Syndrome cardio-rénal de type 1. Pour les autres, est-ce que c'est un type 1, type 2 ou bien type 3?
Donc, je vous rappelle, le type 1, c'est une insuffisance cardiaque aiguë associée à une insuffisance rénale aiguë. Donc, type 1, c'est le cœur qui est responsable. Le cœur est C'est responsable coupable. de manière aiguë. Très bien. Donc, c'est une installation de l'insuffisance cardiaque aiguë qui peut retentir sur la fonction rénale. Répercussion sur le cœur droit, donc insuffisance pulmonaire droite. Répercussion sur le cœur droit. Si on doit résumer, quels sont les types où le cœur est responsable? Donc, c'est le type 1. Le type 2, c'est le cœur qui est responsable de l'atteinte rénale. On est dans l'aigu pour le 1. Et le chronique pour le type 2. Pour le type 3, c'est l'inverse. C'est l'inverse. Voilà. C'est le néphrologue. Le type 3, c'est le rein en aigu, qui est responsable de l'atteinte rénale aiguë. Et le type 4, c'est le rein en chronique, qui est responsable de l'atteinte rénale en chronique. Très bien. C'est bien en avance, c'est bien. Donc là, Alors, soit il y a aussi syndrome cardio-rénal type 1. Très bien. Une autre réponse type 1 encore. Très bien. OK. Parfait. Donc, c'est un syndrome cardio-rénal type 1. Voilà, on va argumenter, on va donner les éléments pour. Donc, il y a une défaillance cardiaque aiguë. Cette défaillance, cliniquement, elle est représentée par une dyspnée, une orthopnée, des racks crépitants, des œdèmes du membre inférieur, turgescence végiculaire avec prise du poids. Biologie BMP élevée. Sur l'imagerie, à l'échocardiographie Doppler, vous avez des pressions de remplissage qui sont élevées. Donc, c'est une insuffisance cardiaque avec une dysfonction VG-systolique FEVG à 35%. J'ai une question par rapport au BMP. La insuffisance rénale, est-ce que c'est interprétable ou pas? C'est une très bonne question. Là, on doit faire la cinétique. OK. On va faire la cinétique et on surveille. S'il y a une amélioration de la fonction cardiaque avec persistance de l'élévation des BMP, c'est le rein qui est responsable. S'il y a une chute, c'est le cœur qui est responsable. Donc, c'est la cinétique des BMP qui peut trancher, qui peut faire la part entre les deux. Et là, ça a entraîné une insuffisance rénale aiguë, donc on a une clearance à 28, sachant que le taux de la créa, il est multiplié par 1,5 par rapport à la valeur ancienne. Donc, c'est l'insuffisance rénale type 1, aiguë type 1. On vient de voir le tableau, c'est le type 1. Lorsque le taux de créa augmente de 1,5 à 1,9, c'est le type 1. De 2 à 3,9, c'est le type 2. La prise en charge, donc c'est le schéma CARES, donc diurétique, IV, furosémide, surveillance de la fonction rénale ionogramme, restriction sodie, optimisation du traitement médical. Pardon, juste enlever ça. Donc l'optimisation du traitement, la surveillance de la fonction rénale, la surveillance de la calémie. Donc là, on est là, donc, dans le slide de prise en charge de l'insuffisance cardiaque associée à une insuffisance rénale. Donc on commence, bêta-bloquant en dehors, hein, je dis bien en dehors de la phase aiguë. Bêta-bloquant, c'est à distance. On gélule la phase aiguë, lorsqu'il y a une disparition de la dyspnée des racks crépitants, de l'orthopnée surtout sur le plan clinique, on peut introduire les bêta-bloquants. Dose totale de SGT2 et faible dose des IEC. Titration, après titration des deux premiers âges. Ensuite, ce qu'il faut surveiller, donc pression artérielle, fréquence cardiaque, fonction rénale et la calémie, tous les 15 jours, les 3 premiers mois, ensuite tous les 3 mois. Ça, c'est ce qu'il faut donner comme traitement. L'évolution, donc chez notre patient, on note une amélioration clinique sous traitement, stabilisation de la fonction rénale avec une créa quand même qui reste à 20 mg par litre, clairance à 30, une calémie qui était normale. Hein. Donc, ce qu'il faut savoir, donc, le patient doit être poursuivi en consultation de néphrologie et de cardiologie. Il faut juste insister sur ça. Donc, surveiller la fonction rénale et la calémie tous les 15 jours pendant les 3 premiers mois, puis tous les 3 mois. Parce que c'est un patient qui va sortir avec bêta-bloquant, avec IEC ou ARA en cas d'intolérance aux IEC, qui va sortir avec un diurétique et qui va sortir avec un SGLT. Donc, on est obligé de surveiller sa fonction rénale et sa calémie. Voilà un cas clinique simple qui illustre cette présentation. C'est le syndrome cardio-rénal de type 1. Donc, est-ce que vous avez, s'il vous plaît, quelle est la tension minimale acceptée? Elle ne doit pas être inférieure à 90 mm de mercure pour la systolique. Donc, si vous avez une PAS inférieure à 90 mm de mercure, là, vous êtes obligé d'introduire les tonicardiques, dopamine, dobutamine.
Donc, la pression artérielle systolique acceptée dans le traitement de l'insuffisance cardiaque, c'est supérieur ou égal à 90 mm de mercure pour la systole. Est-ce que vous avez d'autres questions, s'il vous plaît? D'autres questions? Merci. Ils peuvent toujours les noter au fur et à mesure. Peut-être ça, ils auront des rappels après. Peut-être qu'ils... Oui, Madame Gauguin? On vous entend pas bien, madame. Ils peuvent les noter tout à l'heure s'ils veulent. Ah oui, d'accord. Dans tous les cas, le professeur Manzo va à terminer. Oui, je termine. Oui, donc s'il y a des questions en attendant qu'on se prépare, il n'y a pas de souci, hein, on peut y répondre rapidement. Voilà, je vous remercie pour votre attention. S'il y a des questions, je suis à votre disposition, il n'y a aucun souci. Merci, professeur. Je pense qu'on va continuer et en même temps, ils écrivent leurs questions. Parce que des fois, l'être humain, c'est en réfléchissant qu'ils sont en train de s'imprégner petit à petit. Donc, je cède la parole au professeur Rabia pour c'est ça, désolé, hein, pour faire sa présentation, son cas clinique. Alors, en attendant qu'on s'installe, vous avez parlé d'épuration extra-rénale. Lorsqu'il y a des syndromes cardio-rénaux, quelle est la difficulté? Des fois, c'est des patients qui aggravent. On va faire notre autocritique en tant que néphrologue. D'accord. Des patients qui aggravent leur fonction rénale. OK. Donc, il y a une aggravation de la fonction rénale. Il y a des patients qui sont non répondeurs, qui ne répondent pas au traitement diurétique, que ce soit le schéma intensif ou le schéma conventionnel. Donc là, si on est dans l'échappatoire thérapeutique, donc on est obligé de proposer aux patients, même si, je dis bien, il n'y a pas d'étude qui a montré l'efficacité à 100% de l'épuration. Ça, il n'y a pas d'étude sur ça. Je n'ai pas trouvé d'étude. Je vous rejoins parce qu'en fait, les diurétiques ont toujours leur place. Ça, c'est clair. Mais ils ont même comparé diurétique et épuration à certains moments, parce qu'on faisait de l'UF sans qu'il y ait une insuffisance rénale. Essayer d'enlever la volémie, et les diurétiques ont toujours leur place, je suis d'accord avec vous. Le souci, c'est lorsqu'on n'a pas de diurèse, c'est ça, chez des patients qui sont oligo-anéuriques, et on doit choisir une des techniques. Alors, il y a la dialyse péritonienne. C'est une alternative. C'est une alternative, c'est vrai. C'est ces patients qui ont cardiopathie. Et donc, on prend comme rôle du rein le péritoine. Et donc, le cœur n'est pas sollicité. Il n'y a pas cette aspiration de sang. Ça reste toujours une bonne technique, l'ADP, quand c'est faisable. Après, l'hémodialyse... Il y a des difficultés pour la faire. Oui, difficile à le faire parce qu'il faut avoir des chirurgiens qui connaissent ça. Placer le cathé, et ce n'est pas n'importe quel chirurgien qui devrait nous passer un cathé. Après, il y a l'hémodialyse, mais l'hémodialyse reste toujours difficile. Hein. Quand je parle d'hémodialyse, c'est le générateur conventionnel. L'hémodialyse, parce qu'il y a un risque d'hypotension. Et donc, quand on a quelqu'un qui a une inflation et qui fait de l'hypotension, c'est la pire des choses, parce qu'on est obligé de remplir quand l'hypotension, et notre but, c'est de vider. Après, il y a l'ultrafiltration, le multifiltrate, c'est l'idéal. C'est des dialyses de 8 heures, 12 heures, 18 heures. D'accord. Il faut avoir le temps et avoir la structure qui est à côté. Voilà. Donc, si on devait choisir DP et hémofiltration, c'est-à-dire la filtration longue. La dialyse conventionnelle, c'est jamais bon pour les patients cardiopathes. D'accord. Il ne faut jamais arrêter le diurétique de l'eau. Ça, c'est une... c'est clair. Même si vous avez une aggravation de votre fonction. Alors, nous, néphrologues, on peut aller jusqu'à 500, jusqu'à 1 gramme de furosémide. Hein, on n'a pas peur. Hein. Vraiment, on n'a pas peur. À ma connaissance, on peut aller jusqu'à 2 grammes. Voilà, 2 grammes. Donc, on est vraiment à l'aise par rapport à ça. Très bien. Je ne sais pas si... alors, c'est partagé.
Alors, je ne sais pas si vous voyez l'écran. On voit bien. Ah, très bien, très bien. Vous confirmez la chose. Alors, on va encore parler des, j'allais dire, des autres organes. Hein. En fait, quand le rein il est mis en avant, hein, je suis bien là parce que je veux dire, les trois organes sont liés au rein. On va voir les dégâts et les conséquences de différents syndromes qu'on a. Maintenant, on va essayer de parler du deuxième syndrome, c'est le syndrome pneumorénal. Et je viens avec un cas clinique. Je vais confirmer, vous voyez, il n'y a pas de souci. Bah, très bien, et vous m'entendez, excellent, bravo. Allez, on va continuer avec le deuxième cas clinique. Alors, c'est un patient qui, on va dire, c'est un patient qui a un peu erré entre différents spécialistes. Il vient de Boussaada, il est originaire et demeurant, il a 57 ans, il est marié, il a 4 enfants. Et il est issu d'un mariage non consanguin. Alors, qu'est-ce qu'il a comme antécédent? C'est un hypertendu depuis 2010, ou herbizartan amlodépine, colopathe depuis l'âge de 14 ans, vraiment jeune. Après, je vais poser la question à professeur Fisser, comment on peut faire une colopathie à 14 ans? Coloscopie, fibro de mine, notion d'un ulcère gastro-duodénal et un ulcère anal. Alors, il est traité pour une pneumopathie non documentée. Alors, on a étiqueté plusieurs choses chez lui. Covid, Covid long, asthmatique, Covid asthmatiforme. Et donc, il a traîné en voyant plusieurs spécialistes, généralistes. Il a aussi une rhinite et otite à répétition. Et aussi, il était tabagique. Et il a été, c'est vrai, il y a 24 ans. Alors, il vient en décembre 2023, donc il ne vient pas chez nous, hein, il faut le dire. Il vient en consultation à Alger, il voit des médecins libéraux avec un tableau de fièvre et tous, il a des nausées et des vomissements. Alors, en objectif chez lui, une créatinémie, vous voyez, à 29 hein, quand même, avec un MDRD, donc un débit de filtration glomérulaire à 23. Une protéinurie qui est quand même positive à 742. Et vous voyez un taux de CRP qui est à 159, des dimères à 3000, un syndrome inflammatoire et une hyperleucocidose à eosinophilie. Alors, il faut le dire, hein, c'est un patient qui a été étiqueté comme Covid. Alors, on fait une écho abdominale devant toute élévation de la fonction rénale et un scanner. Alors, qu'est-ce qu'il est l'objectif, le scanner? Objectif, un infiltrat alvéolaire, postéro-basal bilatéral du segment apical, et donc on l'étiquette comme Covid, des séquelles de Covid. Alors, pourquoi parler de Covid? Il avait fait déjà un syndrome grippal, il a des dimères élevés, une insuffisance rénale en parallèle, et donc il a été traité comme tel. Alors, il fait un autre scanner, c'est un scanner, on est en décembre, là c'est un scanner mois de février, voilà, 3 mois plus tard, avec un bilan aussi. Alors, il fait toujours des anémies, il confirme cette éosinophilie, il fait un frottis avec des hyperleucocyteuses. Et aussi, on voulait enlever aussi, j'allais dire, l'aspect allergique, donc IgE, qui était élevé. Donc, on parlait plus d'asthmatiforme, donc un Covid de forme asthmatiforme. Encore un autre scanner. L'autre scanner aussi objectif, aussi un syndrome bronchique avec un épicissement. Donc, vous voyez que c'était un patient qui était un peu chamboulé en faisant énormément de scanners et à chaque scanner, il y avait une étiquette, un diagnostic qui parlait soit de Covid, soit d'un asthme ou soit d'une bronchite, d'un syndrome bronchique. Alors, vous voyez l'élévation de la créatinémie. Alors, la créatinémie, depuis décembre, à un certain moment, on a eu une diminution à 17. Après, on va l'expliquer pourquoi ça a diminué. Et hop, une réascension au mois de février jusqu'à un taux de 25 avec un MDRD, donc un débit de filtration un peu bas, hein, vous voyez ça. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il revient avec un autre tableau. Alors, ce tableau-là, il était un peu plus grave. Vous voyez, il y a une notion d'amaigrissement, une asthénie, il a perdu plus de 10 kilos, des myalgies, des arthralgies, et donc il y a des signes, entre guillemets, des signes extra-rénaux qui sont un peu alarmants.
Il y a aussi un flou visuel, des paresthésies au niveau des mains et des pieds et une pression artérielle qui est assez bonne pour quelqu'un qui est hypertendu. L'auscultation, chez des urines, il y a de l'hématurie, il y a de l'albuminurie, des œdèmes des membres inférieurs et surtout, il y a cette apparition du purpura vasculaire. Alors, c'est un purpura vasculaire, vous voyez, de forme nécroïde. Et ça, je pense que c'est ça qui l'a un peu perturbé. Donc, il est venu en urgence ici à Alger. Et donc, en parallèle, on avait fait un bilan biologique. Et on confirme aussi cette altération de la fonction rénale avec un taux élevé de créatinine à 31, avec un DFG qui est à 20, une acidurie qui est élevée et une protéinurie qui a encore explosé. Elle était à 600, elle est à 1,5 g. Alors, qu'est-ce qu'on fait chez lui? On le convoque. Et on essaie de faire l'exploration par rapport à ce syndrome. Même si, pour l'instant, il n'y a pas une étiquette, mais vous voyez, altération de la fonction rénale, des choses au niveau pulmonaire, on pourrait parler d'un syndrome pneumorénal, on essaie d'explorer. Alors, quand on fait son thorax, il est assez bon, il n'y a rien du tout, mais ces scanners qui sont assez pathologiques, on va essayer d'expliquer ça. On fait une nasofibroscopie, un petit polype de la tête du cornet moyen gauche. Alors, pour ce qui est de la vie ophtalmo, il n'y avait rien. Sur le plan cardiaque, désolé, professeur Manzoum, il n'y a rien aussi. Sur le plan avis neurologique, il y a eu de l'exagération des réflexes ostéotendineux avec une marche talonnante qui était récente. Alors, sur le plan pulmonaire, il y avait un EFR qui était en faveur d'un syndrome restrictif. Aussi, donc, un bilan immunologique qui était assez parlant et donc on voit là les ONCA positifs et surtout les ONCA au senti myeloperoxydase. Et là c'est clair que le bilan immunologique nous a orientés vers un syndrome pneumorénal et donc un syndrome pneumorénal immunologique. Et si vous vous rappelez, il y a ce consensus de Chapelier de 2012 où on voyait les vascularites. Donc, on pouvait parler de vascularite à petits vaisseaux, et les petits vaisseaux sont toujours habituellement associés ou majoritairement associés aux ANCA. Et donc, vous voyez qu'il y a ces trois tiroirs. Vascularite sans asthme, ni granulante, donc on pense plus à une polyangite microscopique. Une vascularite avec granulante, c'est pour ça qu'on cherchait une atteinte au ARL, et une vascularite avec éosinophilie asthme. Peut-être on va essayer d'en parler. Quand on voit les différents scores, c'est un score pour essayer de mettre une étiquette par rapport à ce syndrome pneumorénal. Vous voyez qu'on est devant une obstruction, donc le FR, il y a un +3, il y a aussi un polype nasal aussi, donc on est dans le +3. Le sérum, il y a de l'éosinophilie, donc un +5, et il y a de l'hématurie, même si ce n'est pas un critère. Et donc, on est au-delà de 6, et vous confirmez là que, en fait, quand on est plus devant un syndrome, devant un syndrome de Chargas-Foss, donc c'est une vascularite hyper-éosinophilie. Pour la personne qui avait parlé de Wegener, on pouvait y penser, c'est clair, mais il y a plus d'arguments en faveur d'un Wegener en voyant ce score. Bravo pour celui qui avait répondu déjà vascularite. Alors, si dans les trois compartiments, on va dire les trois tiroirs, la vascularite avec éosinophilie, asthme et granulome, on y est. Et donc, on a mis un diagnostic chez ce patient qui était, j'allais dire, assez errant entre plusieurs spécialistes. Alors, le traitement des vascularites, il est clair, soit
on est dans l'expectatif, ben, soit on doit traiter, vu le risque organique de ce syndrome, ben, on est obligé de taper fort. Alors, corticoïdes, Bolucet et donner des endoxants. Et vous voyez à votre gauche, hein, il y a les facteurs impactant la survie globale. Si on a un des critères à gauche, ben, on est obligé de taper fort. Vous voyez, il y a l'âge à 65 ans. Il a 64 ans, on ne va pas chipoter, mais déjà, il est dans la limite. Créatinémie à 150, atteinte digestive spécifique, cardiomyopathie. On va déjà, un des critères, la créatinémie qui reste élevée. Donc là, on est dans le FFS est égal à 1 et donc on est obligé de taper fort. Corticoïdes 1 mg per kilo, commencer par des bolus, on le fait chez nous, et donner de la cyclophosphamide à raison de 6 à 9 kg. Donc, on a entamé rapidement ce schéma-là avec des bolus, le bolus d'endoxant. Et vous voyez déjà, ce purpura commence à disparaître avec des signes de cicatrisation. Et surtout, il faut le dire, hein, il y a un paramètre qui a changé la vie de ce patient, ben c'est l'asthénie et l'inappétence qui ont disparu. Donc, il a repris de l'appétit et il avait aussi repris du poids. Et donc, on avait gagné sur ce point avec, vous voyez, une créatinémie qui était à 33, 31 et donc qui est redescendue à 17 mg avec un DRG 41. Maintenant, il faut dire, hein, c'est qu'on avait un peu tardé, hein, on va dire, nous médecins, par rapport à ce diagnostic, et donc il y a eu, on va dire, des cicatrices parenchymateuses. Limite, on y gagne énormément. Alors, vous voyez, je n'ai pas parlé de biopsie, mais la biopsie a été faite après la tempête et on a vu des choses. Vous voyez pourquoi on a fait la biopsie? Ben, tout simplement, vous voyez que à votre gauche, quand on parle de biopsie, on parle de glomérules et on avait 30 glomérules. C'est suffisant pour interpréter une biopsie rénale. Et vous voyez, sur les 30 glomérules, 14 étaient sénescents. On parle de P1-KHT, 14 PAC sur 30. Et quand on parle de PAC, ça veut dire qu'il y avait des glomérules, j'allais dire fibreux. Et c'est un patient déjà qui avait déjà des séquelles d'insuffisance et des séquelles de ce syndrome pneumorénal. Et c'est un patient étiqueté comme chronique. Et donc, on doit le surveiller chaque 3 mois et donc avoir une consultation néphrologique. Sur le plan, j'allais dire sur le plan diagnostic, ben vous voyez, on confirme le syndrome pneumorénal. Donc, c'est une glomérulonéphrite extracapillaire post-immune de classe sclérotique. Et vous voyez que le patient est revenu de loin. Hein. N'oubliez pas que le syndrome pneumorénal a un taux de mortalité très élevé chez ces patients. Donc, rarement, on a des patients qui survivent sur le plan rénal. C'est des patients qui atterrissent en hémodialyse habituellement. Et aussi, j'allais dire, le pronostic vital, si on ne prend pas en charge rapidement avec des immunosuppresseurs, le diagnostic est très difficile à gérer. Alors, si on doit résumer, vous voyez que on a quelques profils qui viennent quand on a un syndrome pneumorénal. Soit c'est des hommes jeunes avec des signes toxiques, donc c'est un syndrome pneumorénal nu, c'est-à-dire il n'y a pas de signes extra-rénaux, il n'y a pas de signes à côté. On fait un bilan immuno et habituellement on parle d'un syndrome de goutte pasture. Sinon, c'est des patients qui ont plus de 50 ans avec des phases de programme, des signaux ARN, neurologiques, cutanés, comme notre patient. Et là, on est plus devant des glomérulonéphrite extracapillaires, post-immunes. Et là, c'est plus des vascularités. L'immuno, vous voyez, l'immuno était une étape très, très importante pour le diagnostic. Sinon, il y a l'autre profil, je pense que vous les voyez habituellement, c'est des jeunes femmes avec des photosensibilités, des signes cutanés. Et là, on pense plus au lupus ou à des néphropathies à IgG. Alors, pour revenir à la biopsie, il y a une question qui a été posée par la biopsie. Vous voyez que la biopsie en elle-même, elle n'est pas systématique. Lorsque vous avez un bilan immunologique parlant. Donc, quand on a des encas ou anti-MBG positifs, il ne c'est même plus la peine de faire une biopsie. Là, l'urgence, c'est une urgence thérapeutique, il faut traiter. La faire, oui, après, s'il y a un doute.
et c'est plus pour un intérêt pronostic. Vous voyez, chez notre patient, l'intérêt pronostic, il est important. Vous voyez que c'est un patient qui est chronique, il y a eu des dégâts et donc il faut le surveiller et peut-être dans quelques années, dans 10, 20 ans, il fera de la dialyse et peut-être on va le préparer à une transplantation rénale. Donc oui, c'est plus un intérêt pronostic. Maintenant, si l'immuno revient négatif, là, il faut la faire et c'est indispensable. Donc on peut la faire, hein, parce que n'oubliez pas, c'est un examen invasif et au plus, il y a des contre-indications lorsqu'on a une hypertension qui reste relative, il y a des signes hémorragiques, donc il faut faire très attention. Diagnostic différenciant, on l'avait dit la dernière fois, je vais passer rapidement, mais pensez éliminer les choses infectieuses. Hein. Vous voyez, tout à l'heure, il y avait une CRP qui était augmentée. C'est toujours difficile hein, d'instituer un traitement corticoïde lorsqu'on a une CRP diminuée. Des fois, bon, il faut prendre des risques et sinon faire une procalcitonie qui peut nous aider par rapport à ça. Les explorations, formules, CBU, c'est clair, c'est tout ce qui est en relation avec entre guillemets, les dégâts rénaux, mais c'est surtout le bilan immunologique qui reste la clé hein, de tout syndrome pneumorénal, le faire le plus rapidement possible. Alors, le faire aussi avant tout traitement, hein, pour ne pas biaiser les résultats et donc ne jamais faire, par exemple, là, donner des corticoïdes, des immunosuppresseurs et entamer après l'immuno, ça, c'est jamais bon. Le pronostic, je l'ai dit, hein, à court terme, c'est jamais bon. Il y a l'intensité de l'hémorragie, il ne l'avait pas, lui, par exemple, tant mieux pour lui. Et le pronostic rénal, malheureusement, c'est des patients qui atterrissent en hémodialyse. Traitement symptomatique, je l'ai dit, si on doit dialyser, on dialysera. Si on doit l'intuber, ben, on est obligé de le faire. Mais le traitement en lui-même, s'il est bien pris en charge, la rapidité et l'intensité, ben, il faut le faire. Hein. Corticoïdes, polissé, c'est l'idéal. Donner des cyclophosphamide. Alors, je voulais parler des choses, c'est par rapport à la place du rituximab. Je sais que ça reste toujours une molécule qui reste inconnue, mais de plus en plus dans les recommandations, le Retux reste une alternative qui reste moins, j'allais dire, toxique hein, que l'endoxan, que le cyclophosphamide, donc il y a sa place et qui a des recommandations surtout au niveau des vascularites associées aux encas. Et vous voyez que le syndrome de Goodpasture, le lupus et autres, ben aussi, en plus des corticoïdes et de l'endoxan, donc les cyclophosphamide, il y a les échanges plasmatiques qui ont leur place. Voilà, j'allais dire, un cas qui peut arriver dans vos consultations, au niveau des urgences, c'est des fois on met une étiquette facilement, surtout pour le Covid, on met tout au dos du Covid et en fait compte, il y a des choses qui peuvent passer inaperçues et donc pensez à un syndrome pneumorénal chez vos patients qui ont des pneumopathies récurrentes et avec surtout une élévation de la créatinine. Voilà, merci. Merci, la prière. Je pense qu'il y a des... Alors, vous avez incité les gens à poser des questions. Ah ben, c'est bien, c'est une bonne chose ça. Alors, j'ai vu indication de la biopsie, je pense que j'ai répondu à ça. Hein. En fait, quand elle n'est pas indispensable, et c'est plus pour le côté pronostic ou sinon, quand on n'a pas une étiquette, hein, il n'y a pas un bilan immuno. Alors, vous avez dit CRP à 3 chiffres, on ne donne pas d'antibiotiques probabilistiques, on met quand même sans diagnostic. Alors, si on revient, c'est un patient qui a été mis sous antibiotiques. Hein, en fait, c'est une chronologie qui a été faite sur quelques semaines, voire quelques mois. Donc, je l'ai dit, hein, quand on a une CRP augmentée, il y a toujours cette difficulté à mettre des corticoïdes. Je suis d'accord avec vous, hein, on reste, c'est le b.a.-ba de la médecine, sinon on va flamber les choses. Avec lui, qu'est-ce qu'on avait fait? On a demandé des procalcitonies pour éliminer le côté infectieux. Et donc, c'était plus l'inflammation due à un conflit immunologique que l'infectieux. Et je suis tout à fait d'accord avec vous. Quand on voit une CRP élevée, il faut réfléchir à deux fois. Nous, on a, entre guillemets, hein, sans prétention, avoir l'expérience pour éliminer rapidement un foyer infectieux et entamer rapidement la corticothérapie qui, devant un syndrome pneumorénal, n'attend pas. D'autres questions? En attendant, très bien, peut-être il y a une autre question.
Merci pour votre présentation. Vous avez été... Ah, ok. Ah, ben, merci, c'est gentil. C'est gentil. Donc là, on va passer à professeur Fisser. Ça va être un autre syndrome, toujours Laurent, comme acteur principal. Je suis tout content. Et là, c'est plus le foie. Alors, c'est le syndrome hépatorénal avec un autre cas clinique présenté par professeur Fisser. Là, je vais arrêter le partage. En attendant, si vous avez des questions, on est à votre disposition, professeur Manzo et moi. Alors, je vais partager. Alors, en attendant qu'on s'installe, est-ce que vous avez l'habitude d'avoir, je veux dire, des patients qui sont une frontière entre le poumon, le rein, le cœur? J'aimerais bien avoir l'attitude de chacun dans vos expériences. Il n'y a pas de commentaire, oui. Alors, rebonjour. Merci, donc, professeur Menzo et professeur Dalhia pour ces exposés et pour le cas clinique très, très pratique. Moi, je vais être plus pratique. C'est possible. Être plus pratique comment? Ok, on va voir. Professeur Dalhia, nous, on est pragmatique. Soit on dialyse pas. Très bien. Voilà, donc ça va être des questions, donc des QCM, donc à choix unique évidemment, je vous prie donc d'essayer de répondre. On peut participer? Oui, évidemment, vous êtes invité, oui, nous avons déjà l'habitude de voir les cas de gastro. C'est coupé ou quoi? Il n'y a pas de son. Est-ce que vous m'entendez? Ah, ils sont ensemble. Oui, on entend, on entend. Très bien. À un moment donné, on n'entendait rien. Ah, très bien, c'est tant mieux. Là, on vous entend. Il y a le partage qui a disparu. Voilà, il revient. Bon, tout va bien? Oui, monsieur L, 58 ans. Très bien, merci. Donc, on continue sur notre lancée. Voilà, donc c'est monsieur, je refais évidemment, 58 ans, cirrhotique, sevré depuis une année. Il a sevré l'alcool depuis une année, ensuite pour une fatigue et une baisse de la diurèse. On va enlever ça. Dans la baisse de la diurèse, une sensation de ventre tendu et des œdèmes. Donc, à l'examen, vous trouvez, c'est un cas clinique très, très pratique. Hein, donc, c'est des patients qu'on reçoit en consultation. Une acide, faut le diagnostic donc d'une acide, d'une hypotension artérielle 95-60. Le patient ne présente pas de fièvre ni de douleur spécifique. Le bilan montre une créatinine élevée à 155 donc, micromoles par litre sans signe urinaire. Donc déjà, la première remarque, il faut savoir
interpréter donc la créate en millimol. D'accord, c'est l'unité internationale, n'est-ce pas, monsieur Rabihia? Oui, malheureusement, c'est que quand on voit différentes structures, on parle plus de milligrammes, alors que on est obligé de convertir les choses, on est obligé de travailler avec du micromol. La plupart des formules, la plupart des adaptations et la plupart surtout des articles parlent de micromol. Et comment convertir les choses? Il y a des logiciels à faire ça, hein, c'est facile, hein. Vous pouvez, j'allais dire, calculer avec quelques logiciels gratuits pour changer les choses en micromol. Sinon, bon, il y a un sur 17, mais bon, ne retenez pas ça. Okay? Il y a des formules, vous les faites, et l'idéal, c'est de travailler avec du micromol. Très bien, donc à 155, elle est élevée. Ah oui, elle est élevée, elle devrait être à moins de 110, moins de 90. Moins de 110, oh, très Donc, bien. on est à deux fois à peu près, deux fois la normale. Deux fois la normale, très bien. Donc, actuellement, alors, la première question, il y aura donc 4 parties, et dans chaque partie, il y aura 5 questions. Donc, la première question, quel est l'élément qui oriente vers donc, une complication de la cirrhose? Je ne sais pas, on va essayer d'avoir les réponses sur le... C'est un choix unique? C'est une question à choix unique. Toutes les questions sont à choix unique. Donc, pour vous, qu'est-ce qui peut orienter vers une complication de cette cirrhose? La dyspnée, la toux, la fièvre, les sueurs. Déjà, il y a des réponses. Bon, on ne va pas dire la réponse, mais oui, il y a des réponses, excellent. Très bien. Il y a une réponse qui revient, c'est B, c'est acide. Bravo, bravo tout le monde. Bravo. Très bien. Donc, on va quand même profiter de ces cas cliniques pour faire des rappels. Donc, la cirrhose a de façon générale 5 grandes complications. La première complication, c'est la décompensation œdémato-acétique. La deuxième, c'est l'hémorragie digestive. La troisième, en général, ça peut être l'ictère. La quatrième, c'est l'encéphalopathie hépatique. La cinquième, c'est donc le syndrome hépatorénal. Et en 6e position, on peut parler de CHC ou de cancer, donc carcinome hépatocellulaire. Donc, vous avez entièrement raison, évidemment. C'est des questions simples, mais plutôt instructives. Donc, c'est la réponse juste. Voilà, c'est la B, parce que l'acide est considéré comme une complication. Devant un patient qui fait une cirrhose, vous devez rechercher toutes ces complications et les mettre dans l'observation, dans votre carnet, comme signe négatif ou signe positif. Très bien. Donc, parmi on essaie d'avancer un peu dans le cas clinique, parmi ces diagnostics, lequel n'est pas une cause fréquente d'insuffisance rénale aiguë chez le sérotique? Alors, il y a la néphropathie fonctionnelle, la péricardite urémique, l'hypovolémie, le syndrome hépatorénal et la néphrotoxicité médicamenteuse. Souvenez-vous, la dernière fois, donc on avait... c'est la moins probable. La moins probable, exactement. La dernière fois, on avait parlé avec le professeur Rabihia ici présent, qu'avant de poser des diagnostics de syndrome hépatorénal, il faut éliminer donc, notamment d'autres causes qui peuvent donner donc, une insuffisance rénale aiguë chez le sérotique. Donc, parmi ces causes, laquelle est la moins fréquente ou qui donne le moins, on va dire, d'IRA? Il n'y a pas eu de réponse, hein. Elle est dure ta question. Je ne sais pas si tu peux souffler là. D'accord. C'est simple. Souvenez-vous, voilà, la péricardite, oui. Urémique, oui. Alors, oui, c'est une bonne réponse, la péricardite, effectivement. Effectivement, souvenez-vous, la dernière fois, on avait parlé d'hypovolémie, le syndrome rénal, c'est clair que c'est le sujet. Les médicaments, il faut toujours éliminer les médicaments de la cause médicamenteuse, et puis aussi donc la néphropathie fonctionnelle par hypovolémie, déshydratation. Éliminer le truc le plus facile, c'est remplir déjà, c'est ça. Donc, éliminer l'hypovolémie, néphropathie fonctionnelle, et surtout les médicaments qui sont associés à cette toxicité. Donc, oui, une péricardite urémique, on est plus dans un stade très avancé de la maladie rénale et de l'insuffisance rénale chronique terminale. Très bien. Exactement. Donc, oui, toutes les réponses sont B. Pardon. Elle est comme il a si bien dit M. Rabihia, donc elle donne une IRA, mais ce n'est pas parmi les causes les plus fréquentes. Vous voyez le commentaire en bas. Donc, elle est rare et fait partie des causes habituelles. La troisième question pour cette première partie,
Quel examen donc demander en premier lieu devant une insuffisance rénale aiguë chez ce patient? Alors, la première réponse est ionogramme sanguin urinaire, la protéinurie des 24 heures, un examen cytobactério urinaire avec une bandelette et une échographie rénale, où toutes les réponses sont justes. Ah, il y a un piège là, non? Ah, là, il y a un piège, et puis il faut être, oui, peut-être, BD. Alors, pour éviter les confusions, donc il faut justifier. Alors, pourquoi on demande ceux qui ont répondu eux, d'accord? Pourquoi? Alors, pourquoi on fait la protéinurie, pourquoi on fait la bandelette? Parce qu'on voit dans les réponses, il y a une discordance A, oui. Pourquoi alors on demande l'iono-urinaire? Alors, on va dire ça de façon globale, devant une insuffisance rénale aiguë, quel est donc le premier objectif du clinicien? Alors, monsieur Rabhia, qu'est-ce qu'on pense des réponses? Et puis, Tu sais, autant que néphrologue. le premier réflexe, et je le dis à tous nos étudiants surtout, c'est que devant toute élévation de la créatinémie, une échographie rénale est plus qu'obligatoire, elle est systématique. Maintenant, tu m'as un peu perturbé avec toutes ces réponses. Sérieusement, une protéinurie des 24 heures, le CBU n'est pas une urgence, hein, n'est pas une urgence. Donc, si je devais faire, c'est commencer par l'échographie rénale et après, c'est clair que l'ionogramme sanguin urinaire, le protéinurie est complémentaire à toute exploration d'une insuffisance rénale aiguë, c'est clair. Voilà, donc la réponse juste ou la plus complète, c'est la réponse E, comme on vient de le souligner, monsieur Al-Abhiya. Évidemment, le premier objectif, c'est d'éliminer ou de faire la part des choses entre une IRA, donc une insuffisance rénale fonctionnelle et une insuffisance rénale organique. Parce si on va parler d'insuffisance rénale donc fonctionnelle, on va entamer une certaine conduite à tenir qui pourrait donc qui pourrait peut-être nuire par rapport à une obstruction pré-rénale, par exemple. Je vais dire que c'est difficile des fois d'éliminer les choses lorsqu'on est au niveau des urgences. On va parler pratico-pratique. Au niveau des urgences, on n'a pas un iono-urinaire, on n'a pas de CBU, on n'a pas de protéinurie des 24 heures. C'est pour ça, sur le plan pratique, échographie, fonction rénale et un ionogramme, ça suffit amplement déjà pour éliminer l'IRA dialysable. Après, c'est clair que pour éliminer une fonctionnelle ion organique, un ion urinaire est plus qu'indispensable. C'est la natriurèse qui va les rapports aussi. Les rapports natriurèse, rapport entre sodium, potassium et aussi voir les différentes toxines, urée, créatinurie. Et le CBU, les bandelettes. Bandelettes, ça nous oriente. S'il y a des protéines, s'il y a du sang, c'est surtout s'il y a des leucocytes ou une infection urinaire patente qui peut donner une insuffisance rénale secondaire. Et je vois énormément de réponses aussi. Ils parlent d'hypercalémie. Non, c'est clair. C'est clair que l'iono sanguin est indispensable pour éliminer les urgences rénales. Très bien, merci pour les commentaires, M. Rabhia. Maintenant, alors, quelle cause infectieuse doit être systématiquement éliminée en priorité? Là, c'est une question un peu biscornue. Donc, essayez de vous... il a donné la réponse maintenant. Encore une fois. Alors, voilà. Donc, quelle est l'infection que vous devez éliminer systématiquement, d'accord? Donc, souvenez-vous, on travaille de façon méthodique. Hein? Donc, infection urinaire, puisque c'est le rein qui est atteint. Donc, devrait-on éliminer une pneumopathie? Donc, qui pourrait retentir peut-être par un syndrome pneumorénal sur le rein, une péritonite bactérienne spontanée, une cellulite ou une méningite. B, une cellulite, pourquoi? Ah oui, Soraya. D, pourquoi? Pourquoi penser à ça? Pourquoi c'est le premier réflexe? On n'a pas dit c'est faux. Hein? Alors les autres, s'il vous plaît.
d'habitude. Très bien, docteur Mati. Voilà. Délit, c'est la C. Il reste que la E. Donc, Rétinite bactérienne. alors, c'est une seule réponse juste, hein, d'accord. Alors, je vais répondre à cette question, évidemment. La réponse, c'est la réponse C. On est dans le syndrome hépatorénal, d'accord? Donc, on est dans ce que je vous avais dit tout à l'heure. Donc, il faut rester concentré sur le sujet. Ce n'est pas un patient qui est venu pour une insuffisance rénale tout court, ou là qui a par exemple un diabète qui fait un problème d'insuffisance rénale aiguë. Là, c'est un patient cirrhotique et qui fait une acide, souvenez-vous. Ah oui, cirrhotique, exactement, docteur Mati. Donc, il est cirrhotique, il fait une acide, d'accord? Donc, la première des choses à éliminer, évidemment, c'est la péritonite bactérienne spontanée. Dites autrement, ce qu'on appelle de façon courante l'infection spontanée donc du liquide d'acide. Alors, pourquoi on l'appelle spontanée? Parce qu'elle n'est pas iatrogène. Elle n'est pas due à des ponctions répétées ou itératives de cet acide. Là, on est plutôt iatrogène, d'accord? Donc, c'est le KT, c'est les moyens d'asepsie et d'hygiène. Par contre, l'infection donc spontanée du liquide d'acide, ou appelée autrement donc, péritonite bactérienne spontanée, c'est par translocation bactérienne, d'accord? Donc, il y a un passage des bactéries du milieu non septique, du milieu septique au milieu non septique au péritone. C'est une me permet, mais c'est quoi le tableau, professeur? Voilà, le tableau, il y aura des questions juste après, mais c'est une complication, très retrouvée chez les patients cirrhotiques qui vendent des acides, même sans insuffisance rénale, d'accord? Donc, soit elle est spontanée, soit elle est provoquée. Mais il y a d'autres questions sur cette particularité, on va y répondre tout de suite. Donc, quelle hypothèse fonctionnelle est la plus probable initialement? Donc, une glomérulonéphrite, une hypovolémie sur diurétique, une pyélonéphrite aiguë, une obstruction urinaire ou une nécrose tubulaire aiguë. Donc, le patient, il est là, je vous rappelle, donc il a 58 ans, il est cirrhotique, il fait une acide, il fait une créate qui est à 155 micromoles, d'accord? Alors, quelle est l'hypothèse fonctionnelle la plus probable, évidemment, qui pourrait expliquer cette insuffisance rénale? Il est sous-diurétique, évidemment. À la E, nécrose tubulaire aiguë. Alors, B, quelle hypothèse non plus? Alors, B, c'est l'hypovolémie surdiurétique. B, oui, donc il y a 2 réponses, 3 réponses B. Donc voilà, souvenez-vous, M. Lebré a fait un grand talk pour la dernière fois sur la nécrose tubulaire aiguë. D'accord? C'est des réponses ambiguës, d'accord? Ce n'est pas du QCM difficile, mais c'est du QCM à visée didactique. Donc il y a plusieurs réponses justes, mais on doit choisir la plus juste. Alors on profite de l'occasion pour rappeler que la nécrose tubulaire aiguë donc, reste le diagnostic donc, différentiel numéro 1 donc, du syndrome hépatorénal. Dans notre cas, évidemment, donc le patient, il fait une hypovolémie fonctionnelle probablement qui est due donc au diurétique, parce qu'en général, les patients qui sont toujours en décompensation, on les met sous diurétique. C'est schizophrénique, que le diurétique est un bon traitement pour la cirrhose, donc pour le problème neurologique, mais pour le rein, c'est délétère. On donne de l'aldactone de façon générale en première intention, un hypernerve de potassium, pardon, en première intention. Sinon, on associe à un diurétique de Lens ou dans certains cas, on peut commencer directement par le diurétique de Lens en cas de complications, surtout rénales ou autres. Très bien. Donc, on passe à la deuxième partie. Toujours 5 questions par partie. Alors, malgré l'arrêt des diurétiques, alors oui, on s'est dit peut-être, voilà, c'est les diurétiques qui ont déclenché cette déshydratation, cette insuffisance rénale. Donc, on dit, voilà, on arrête et on met une perfusion prudente d'albumine. La créate de M. L continue de monter. Voilà, donc là, on est un peu dans l'embarras. On est toujours donc, aux urgences, au service, c'est-à-dire c'est une conduisation très, très pratique. J'arrête les diurétiques, je mets un peu d'albumine et je surveille. Il n'y a pas d'infection,
il n'y a pas d'hypotension sévère ni de toxicité rénale, d'accord, pour éliminer les autres causes peut-être qui pourraient être surajoutées. Les urines sont pauvres en sodium, il n'y a pas d'hématurie ni de protéinurie. L'échographie est normale, donc il n'y a pas d'obstruction, mais vous suspectez évidemment un syndrome hépatorène. Ce n'est pas un scoop, c'est le sujet du jour. Donc, quel est donc le test, quel test, pardon, donc qui va permettre d'exclure une cause pré-rénale simple? Est-ce qu'on va donner une perfusion de sérum glucosé? Est-ce qu'on va donc donner de l'albumine? Donc, 1 gramme, 1 kilo sur 2 jours, une duresse provoquée, un scanner ou une biopsie rénale carrément. Je ne sais pas si vous avez assisté voilà, est-ce que vous avez assisté au dernier topo qu'on avait fait? Pardon, qu'on avait fait, mais on avait insisté sur une conduite à tenir quand même. Il y a donc le support qui est donc chez Madame Gougam et chez évidemment les présents pour répondre à cette question. Donc, ceux qui disent donc duresse provoquée, comment et pourquoi? Alors, est-ce quelqu'un, bon, les deux, Huria, on lit dans Huria et donc, est-ce que vous pouvez justifier pourquoi vous voulez faire de la durée provoquée? Duresse provoquée, c'est remettre du diurétique, c'est ça? Non. Bah, je pense que Ouais, c'est ça. Perfusion de glucose, c'est la perfusion de glucose. c'est une réhydratation. Peut-être la dopamine à dose rénale. Autre chose, oui. Dopamine rénale, parce que la dopamine, et l'autre réponse, c'est un programme, ça. Voilà, ça augmente la violence. voilà. Donc, il y a une majorité. C'est entre C et B. C'est entre C et B. Alors, je vous rappelle toujours, s'il vous plaît, que ce soit dans le cas clinique ou dans la vie de tous les jours. Donc, il faut toujours tenir compte des éléments donnés. Là, on est dans la suspicion d'un syndrome hépato-rénal. D'accord? Je reviens vers les... Oh, je sais pas comment ça s'appelle. Voilà, on est donc dans la suspicion, regardez. Donc, les urines sont pauvres en sodium, donc ça nous évoque, ça peut faire partie du syndrome hépato-rénal. Il n'y a pas d'hématurie et de protéinurie, donc ça nous élimine un peu les causes glomérulaires, d'accord? Et puis, il n'y a pas de toxique, d'accord, il n'y a pas d'obstruction, donc on est dans la suspicion. C'est-à-dire que ma conduite à tenir va dépendre de ça. Donc, j'ai déjà une suspicion, je suis plutôt en faveur d'un syndrome hépato-rénal. Donc, la réponse, évidemment, ce n'est pas là, c'est clair, n'est-ce pas, docteur? Ça risque peut-être déjà, c'est un patient qui a déjà fait une insuffisance rénale sous diurétique. Ça veut dire c'est un patient, c'est un patient qui est en hypovolémie et donc donner des choses qui aggravaient cette insuffisance rénale n'est jamais bon pour lui. Maintenant, il est en hypovolémie, il faut un peu le remplir et premier geste, c'est de remplir. Alors, la question, c'est avec quoi remplir? Tu l'avais déjà dit, professeur. Oui. Soit avec du sérum salé, mais le meilleur test, ça reste l'albumine, donc qui donne un pouvoir oncotique à ce patient. Et puis aussi, pourquoi on appelle ça un test? Parce que s'il y a l'absence d'amélioration après le remplissage à l'albumine, là, on commence à vraiment à confirmer notre intuition et aller vers le syndrome hépato-rénal. Pour revenir aux réponses, j'ai vu scanner, j'ai vu, c'est ça, le scanner ne va rien donner, hein, je pense, c'est ça. Le scanner, non. La biopsie, il n'y a aucun élément pour biopsie. Et aussi perfusion de glucose. Il y a une chance rénale, donc ça peut provoquer une complication. Deuxième question, donc lequel des éléments suivants fait partie des critères du syndrome hépato-rénal? Ça, c'est une question donc, qui est théorique, d'accord? Donc, on avait vu ça la dernière fois. Vous avez donc la protéinurie supérieure à 500, la présence de leucocyturie, l'absence de réponse au remplissage à l'albumine, l'insuffisance rénale chez un patient sans acide et la présence donc, de fièvre. Évidemment, la réponse vient donc de souffler M. Elpia.
c'est donc l'absence de réponse à l'albumine, évidemment. Sachez que le diagnostic de syndrome hépatorénal est un diagnostic d'exclusion, donc par la non-réponse. Donc, si vous avez, premier message, donc si vous avez des patients cirrhotiques, décompensés et qui ne répondent pas à l'albumine, vous êtes complètement en droit donc, de suspecter un syndrome hépatorénal. Juste un petit mot pour la diurèse provoquée. Donc, un mot sur la diurèse provoquée. La diurèse provoquée, elle est suspectée. On l'a fait chez les patients qui ont déficience rénale, qui sont diurétiques, qui sont non répondeurs aux diurétiques. Donc, ce qu'on fait, on donne de la dopamine à dose rénale pour provoquer chez les patients qui sont en oligo-amurés ou bien en amurés. Donc, elle est indiquée chez les patients qui ont de l'insuffisance rénale anurique ou bien oligo-anurique. C'est ça l'indication de la diurèse provoquée. Très bien, merci professeur Lozo pour cette explication. Donc c'est vrai, il faut donc provoquer chez les gens qui n'ont pas de diurèse, hein, n'est-ce pas? Par exemple, nous en assistance cardiaque, lorsqu'on traite, donc on traite par les diurétiques, par exemple un syndrome cardio-rénal type 1, donc on donne les diurétiques, il ne répond pas. Donc il ne répond pas, on augmente les doses, on augmente les paliers. Lorsque ça ne donne pas, on est obligé de provoquer la diurèse. Et là, on donne la dopadose rénale. Lorsque la dopadose rénale ne donne pas, donc on passe aux autres, donc l'ultrafiltration via la dialyse. La dialyse, voilà. Malheureusement. Heureusement. Donc, très bien. La troisième question, c'est... Ils ont commencé à... oui, déjà la réponse, c'est bien. Donc, quel élément oriente contre le syndrome hépatorénal? Sodium urinaire bas. Souvenez-vous, on a dit que ça fait partie du diagnostic. Absence de leucocyturie. Protéinurie par anagramme, cirrhose connue, acide présente. Là, je pense que tout le monde a bien répondu. Évidemment, donc la protéinurie à 1 gramme, donc évoque plutôt donc une atteinte glomérulaire, d'accord, qui peut être non compatible avec donc le syndrome hépatorénal. Donc, si j'ai une protéinurie par 1 gramme, je vais me dire peut-être c'est une GNRP, peut-être c'est un autre diagnostic donc, qui pourrait donner cette protéine. Et là, l'indication de biopsie, elle y est. Exactement. Là, on passe plutôt de l'autre côté et on est plutôt à chercher un glomérulaire. Question, est-ce que le syndrome hépatorénal peut aggraver une atteinte glomérulaire sous-jacente? Le patient qui a de l'insuffisance rénale, qui a une atteinte glomérulaire, qui a une cirrhose, est-ce qu'il peut aggraver ça? Habituellement, le rein ne répond plus. Il y a comme un signal qui est déconnecté. Et donc, si on a une protéinurie, c'est difficile de parler d'un syndrome pneumorénal. Alors, en fait, quand on a une protéinurie et il y avait un syndrome pneumorénal, je suis toujours en pneumorénal, donc l'hépatorénal, ben, la biopsie est liée et c'est la biopsie qui va nous orienter. Soit c'est glomérulaire, donc on va voir notre glomérule et on va voir l'origine de la fuite protéique. Sinon, si nos glomérules sont sains, et là, c'est clair qu'on est à 100% devant un hépatorénal et la protéinurie était fausse. Merci. Donc, on passe à la 4e question. Donc, voilà, ça, c'est des questions théoriques, mais vous devez connaître ça parce que c'est de l'apanage donc, du médecin généraliste, du médecin spécialiste. Et puis, avec les smartphones actuellement, on peut faire tous les scores et puis appliquer tout ça de façon très rapide. Donc, quel est le score qui vous permet d'évaluer la gravité et la priorisation à la greffe hépatique? Vous n'êtes pas sans savoir que la greffe hépatique fait partie de la prise en charge, évidemment, du syndrome hépatorénal. Donc, moi, j'ai besoin donc de voir est-ce que mon patient, je le traite, mais est-ce qu'il va évoluer vers ça? Est-ce que je prépare un dossier? Est-ce que je lui donne la chance, d'accord, d'aller faire sa transplantation? Donc, vous avez le score SHATS-2, le score MEL, le score de Glasgow, le score APACH2 et le score de Wells. Le SHATS-2, ce n'est pas le SHATS de la fibrillation auriculaire. Ah, c'est un autre score. Ah, il y a une ressemblance. On voit que c'est des réponses, variées, diversifiées. Alors, il y a du A, du B, je vois du D aussi.
Alors, Glasgow aussi, tu sais. Alors, la réponse, évidemment, je pensais que c'était une question. Alors, le foie, oui, alors le foie, c'est le MELD, d'accord? Et le score et pour classer une cirrhose, il y a, il y a le score de Child et Pope, il est modifié, ou c'est toujours l'ancien score pour la classer en A et B et C. Mais ce score, donc, ne prédit pas l'évolution à court terme, d'accord, la mortalité sur les 2 ans, sur les 5 ans. Ce que fait donc le score MELD, donc c'est avec ça qu'on va donc statuer par rapport à ce que le patient doit aller en transplantation ou pas. Il tient en compte, donc c'est un algorithme très difficile à calculer, contrairement à d'autres scores, mais il tient en compte donc la créate, la bilirubine et l'INR. Il est disponible sur les différentes applications, d'accord? Vous ne pouvez pas le calculer comme ça manuellement parce qu'elle est exponentielle et tout, mais vous pouvez le calculer par les applications gratuites disponibles sur le smartphone, d'accord? Donc, théoriquement, ce qu'on fait, même dans les observations avec les résidents, avec les assistants, donc tout patient qui est cirrhotique, on doit le scorer. Score Child et Pope et MELD. Donc vous avez trouvé Zama, Child et Pope C avec un chiffre après, 23, 50, 43. D'accord. Le reste des scores, évidemment, c'est pour d'autres pathologies. Le Glasgow, c'est pour le score de coma, le score neurologique, le Wells pour l'embolie, et j'en passe. Alors, la dernière question de la deuxième partie, il reste encore 2 parties. Donc, il faut être un peu patient. Donc, quel diagnostic doit absolument être exclu avant de conclure à un syndrome hépatorénal? Donc, péritonite bactérienne spontanée, encéphalopathie hépatique, néphropathie glomérulaire, syndrome néphrotique et obstruction urinaire. Alors, je vous aide un peu pour cette question parce qu'elle est un peu ambiguë, d'accord? C'est plutôt, on revient toujours vers la réponse A, évidemment, parce que voilà, c'est une bonne réponse, je vous remercie. Donc, l'infection du liquide d'acide, c'est une cause qui est réversible, qui peut être réversible, d'accord? C'est une cause très grave, c'est l'équivalent d'une septicémie, mais c'est une cause qui est réversible, d'accord? Donc, il faut toujours éliminer parce qu'il y a un traitement, on peut mettre un traitement et ça peut régresser. Alors, pour un mot sur cette on va dire, infection spontanée du liquide d'acide, en réalité, ça peut faire même le tableau d'une péritonite asthénique. C'est-à-dire, on peut ne pas avoir même pas de douleur. D'accord? Donc, il faut aller la rechercher. Il faut étudier donc, le liquide d'acide et rechercher les éléments. Si on a donc des éléments positifs dans le liquide d'acide, c'est qu'il est infecté. On fait la bactérie, on peut commencer un traitement d'emblée. Je vais vous donner donc une question sur ça. Alors, la troisième partie, le diagnostic donc, est confirmé maintenant. Donc, retenez bien, s'il vous plaît, l'énoncé. Vous transférez M. L à l'hôpital. Il débute un traitement par vasoconstricteur noradrénaline associé à l'albumine. D'accord? On est là vraiment dans les hôpitaux de chez nous. D'accord? Il n'y a pas de terleprécine. Donc, disponible. Vous vous tenez informé de l'évolution et discuter des traitements de relais donc, à la sortie. Donc, la première question, quel est le traitement spécifique du syndrome hépatorénal? Spécifique, hein? Spécifique, oui. Ok. Voilà. Donc, pour ce patient, évidemment, furosémide, noradrénaline, bicard, antibiotique seul ou glucose. Voilà, exactement. Donc, c'est la réponse B. Donc, c'est dans l'énoncé. En réalité, si on a la terleprécine, oui, c'est l'idéal. Mais si on n'a pas la terleprécine, on peut se rabattre sur... L'objectif, c'est juguler cette hypovolémie. Voilà, l'objectif, c'est juguler cette hypovolémie. Et puis aussi, c'est agir sur la principale cause physiopathologique qui est donc la vasodilatation splanchnique. D'accord? Donc, c'est ce réseau, cette vasodilatation splanchnique qui va provoquer toutes les vasoconstrictions périphériques. Donc, la terleprécine, elle a donc dans son mode d'action, elle peut réduire cette vasodilatation splanchnique et réduire donc notamment ce problème de physiopathe. Alors, la deuxième question,
Donc, pourquoi l'albumine est-elle utilisée dans cette situation? Est-ce que c'est pour corriger donc, une hypoglycémie? Non. Pour augmenter donc, la pression oncotique, pour améliorer donc, une saturation en oxygène, pour diminuer les transaminases, pour stimuler la diurèse directement? Évidemment, vous avez raison. Donc, l'albumine, c'est la principale donc, protéine, 80% donc, des protéines. Elle est là donc, pour restaurer une volémie efficace, évidemment. Donc, elle fait partie intégrante du traitement. Alors, voilà. Donc, quel traitement envisagez-vous en cas d'échec au traitement initial? Donc, vous avez reçu le patient, vous avez fait le diagnostic, c'est bien. Vous avez mis de l'albumine et puis de l'anoradré par défaut parce qu'il n'y a pas de terlipricine. Et malheureusement, ça ne répond pas. Donc, la créate ne se normalise pas. La dialyse temporaire, alors on a la plasmaphérèse, la dialyse ou l'hémodialyse, d'accord, temporaire ou définitive, on ne sait pas. Une transfusion, une corticothérapie, une héparinothérapie. Monsieur Lebrun peut-être peut faire un commentaire. Ben oui, malheureusement, c'est la dialyse, hein. On est obligé d'enlever ce surplus en eau, si on peut s'expliquer, simplifier les choses, mais apparemment, tout ce qui est hypovolémie comme les diurétiques et des choses, donc ne marche plus, donc c'est rebelle à un traitement médical et là, on est obligé de dialyser. Alors, quand c'est temporaire, tant mieux. Le plus difficile, c'est lorsque ça devient malheureusement de façon continue et permanente. Merci pour la précision. Donc, on passe à la quatrième question. Quelle est la mesure de fond indispensable? Là, c'est bon. Alors, je vous rappelle le cas clinique, c'est un cas clinique progressif. C'est un syndrome hépato. Voilà, c'est bon. C'est un syndrome hépatorénal traité. Donc, on a déjà traité. Donc, quelle est la mesure donc, de fond indispensable? Antibiothérapie prophylactique. On va mettre le patient sous une antibiothérapie une fois par semaine. C'est usuel, ça se fait. Vaccination, évaluation pour greffe hépatique et supplémentation en fer ou réhydratation orale redemandée aux patients donc, de boire beaucoup d'eau souvent pour éviter la déshydratation. Alors, C. Oui, donc la réponse est C. Donc, voilà, très bien. Donc, tout le monde s'accorde sur la réponse juste. Je vous remercie. D'ailleurs, ça veut dire que le message est bien passé. Évidemment, donc c'est vrai que chez nous, la greffe hépatique, ça ne se fait pas pour l'instant de façon de routine, d'accord. Mais il faut toujours, en tant que clinicien, envisager cette étape, d'accord. Donc, c'est le seul traitement parce que le foie, il est bousillé, d'accord? Si un patient fait des décompensations ou il a fait des syndromes hépato-rénaux, c'est qu'en réalité, il est au minimum au stade B fort ou au stade C, d'accord? Donc, il va plutôt, même si on traite le syndrome hépato-rénal, il va peut-être donc refaire. On gère l'épisode et on essaie de discuter la greffe hépatique, évidemment, et d'évaluer donc ce patient pour une éventuelle greffe. Dernière question. Alors, on va répondre à la question. Oui, pourquoi donc donner l'albumine comme traitement, s'il vous plaît? D'accord. On a donc déjà parlé de ça. C'est pour restaurer la pression oncotique, souvenez-vous. Voilà, si vous avez quelque chose à rajouter. Oui, on a déjà dit, hein, l'albumine, c'est plus pour pallier à l'hypovolémie, donc à cette vasoconstriction, et donc on donne des choses qui augmenteraient plus ou moins cette volémie. Et donc l'albumine reste un bon traitement, pas toxique et qui est toléré par les patients. Très bien. Donc, voilà. Maintenant, c'est une question très pratique. Je l'ai exprès rajouté à cette étape. Donc, quel antibiotique est recommandé en cas d'infection spontanée du liquide d'acide? D'accord. Donc, il y a des recommandations internationales qui parlent de ça. C'est vrai que je vous ai dit, c'est une infection qui est très sévère. D'accord. Moi, je mets à votre place, que ce soit ici à Alger ou dans d'autres lieux en Algérie, dans des contrées lointaines où c'est difficile d'avoir donc la bactérie ou la culture. Il y a des antibiotiques qui sont donc indiqués
en cas de suspicion, en cas de confirmation donc d'infection du liquide Probabilistique, c'est ça? probabiliste, oui, probabiliste, mais recommandé. Probabiliste, mais recommandé. Ce n'est pas évidemment le fragile ou le métronidazole, ni l'azithromycine, ni la ciprofloxacine. Tout le monde coche la ciprofloxacine et c'est tout le monde qui donne ça au niveau des urgences, d'accord? Mais en réalité, c'est plutôt donc le céphalotaxime, d'accord? Le céphalotaxime dit claforant chez nous, d'accord? Donc c'est l'antibiotique qui est recommandé en monothérapie en cas d'infection spontanée du liquide d'acide. C'est vrai qu'on a plutôt l'habitude de donner de la ciprofloxacine parce que c'est des infections digestives, parce que c'est des BGN, parce que c'est un intracellulaire, mais dans le cas où c'est une infection du liquide d'acide, c'est plutôt ça. Alors, dernière partie, je sais que vous êtes un peu fatigué, mais il n'y a pas de problème. Les 5 dernières questions. Donc, malgré le traitement, la fonction rénale reste altérée. Alors là, on va embêter M. Alabria, évidemment. Voilà, on va aller renvoyer donc la balle. Une greffe hépatique est envisagée. En tant que médecin généraliste, vous souhaitez mieux comprendre les risques évolutifs et les stratégies préventives chez d'autres patients sérotiques. D'accord? Voilà, donc j'ai mis un traitement et ça a marché pour un premier épisode et c'est tant mieux. Je sais dans mon arrière-pensée que le traitement définitif, c'est la transplantation. Mais entre autres, que dois-je donc préconiser chez les patients? D'accord? Donc que dois-je préconiser? Que dois-je dire aux patients? Très bien. Alors la question, c'est céphalotaxime en prévention, en curatif, c'est en curatif. D'accord? C'est en curatif. Et on fait donc une ponction d'acide 10 jours après la fin pour voir est-ce que le foyer est stérilisé. Voilà, réponse rapide. Donc, quelle est la principale complication donc, du syndrome hépatorénal? L'infarctus, l'encéphalopathie, les défaillances multiviscérales, l'ulcère ou la pancréatite? Infarctus. Quel infarctus? Visiter. Alors, on va voir les réponses. Il y a déjà 2 réponses. La B, l'encéphalopathie. Oui, alors, donc, la B et la C. Donc, défense multiviscérale. Oui, oui et non. Alors, la réponse juste, évidemment, grave peut entraîner donc une défaillance multi-organe, d'accord? Souvenez-vous, Monsieur Alabria est si précieux, d'accord? Donc, comme le rein, donc le rein est un organe noble, hein, d'accord? C'est-à-dire que si le rein est bousillé donc, par le syndrome hépatorénal, Organe, il y a le cœur aussi. voilà. Il y a le professeur Menzoui, il nous a parlé donc, si le rein provoque le cœur, c'est un syndrome cardio-rénal. C'est un cercle vicieux. Hein? Type 3, de type 3 ou de type 4, d'accord? Donc, la réponse la plus juste, c'est plutôt une défaillance, malheureusement multi-organe. Donc, quel facteur déclenchant est classique lors du syndrome hépatorénal? Là, je pense que vous l'avez donc bien retenu, c'est donc l'infection spontanée du liquide d'acide, d'accord, est un facteur reconnu donc du syndrome hépatorénal. Il faut retenir ça. Donc, je résume. Vous avez un patient qui fait un syndrome hépatorénal, qui fait une décompensation, altération de l'état général, hyperleucosie. Donc, il faut suspecter toujours l'infection du liquide d'acide. Attention, ça ne fait pas toujours mal, donc on n'a pas toujours cette douleur de péritonite ou ventre en bois classique. Là, c'est plutôt donc des péritonites asthéniques. Très bien. Quel examen fait partie du bilan avant greffe? Là, donc, c'est des questions un peu spécialisées. Donc, évidemment, et le scanner pour évaluer donc l'état vasculaire du corps. C'est plus pour les vaisseaux. Voilà, c'est plus pour les vaisseaux, exactement. C'est pour la faisabilité. Et puis, donc, que devient souvent la fonction rénale après la transplantation hépatique? Ça, on a répondu, d'accord, on a répondu à cette question lors du topo. Je ne sais pas ce qu'il y a une réponse juste dans ces propositions. Non, mais c'est difficile de le dire. Si on a trop tardé pour la transplantation hépatique, c'est des reins, entre guillemets, foutus. Hein. Donc, c'est des patients qui atterrissent en dialyse et donc on est obligé de faire la double transplantation. Maintenant, si vraiment c'est assez précoce, ben, il y a un retour, hein, il y a un retour à la normale parce qu'on a corrigé la cause princeps, la cause originale. Effectivement, c'est une question très, très vicieuse de ma part, mais ça stimule quand même la réflexion et je rejoins parfaitement ce que dit donc, le professeur Ebria. Ça dépend donc déjà du patient,
de la prise en charge, de la précocité de la prise en charge, de la précocité du diagnostic. Donc, si on est très à cheval et puis on commence traitement rapidement et le patient répond aux drogues, donc on peut revenir à une créate normale ou entre guillemets une créate initiale. D'accord, normal, c'est un peu très rêveur, mais peut-être un crayon à la créatinine Oui, c'est faisable. initiale. Sur le plan pratique, ça reste difficile, hein. C'est des patients très difficiles à prendre en charge. Là, tu l'as tout de suite bien dit, professeur Fisser, c'est que la transplantation hépatique n'est pas une routine chez nous, elle est toujours dystocique, c'est toujours une transplantation dans chaque an, ça a été fait au CPMC, ça a été fait à Betna, ça a été fait en Constantine, mais ça reste toujours dystocique et donc les patients n'ont pas accès à cette technique et donc c'est des patients qui atterrissent malheureusement en dialyse et ils ont une insuffisance rénale chronique terminale. Merci. Donc, elle a répondu à la question du chat. On passe à la dernière question. Quelle mesure permet de prévenir le syndrome hépatorénal chez un patient à risque? Voilà. Donc, maintenant, il sort de la consultation du professeur Rebia ou de ma consultation. Alors, est-ce qu'on préconise une réduction protéique? Est-ce qu'on lui dit de faire une pesée donc, quotidienne à rechercher donc, d'une acide? Est-ce qu'on met une antibioprophylaxie après donc l'infection du liquide d'acide? Est-ce qu'on arrête la surveillance? Est-ce qu'on fait est-ce qu'on arrête la surveillance approchée? Voilà. Est-ce qu'on met voilà, donc il est sympathique maison, je ne sais pas, il est très sympathique, oui. Arrêter la surveillance, c'est une option. Voilà, mais moi personnellement, je préfère traiter. Je pense que c'est le cas de mes collègues ici présents. Oui, évidemment, on peut mettre une antibioprophylaxie. Surtout chez les patients qui bénéficient des ponctions itératives. D'accord? Donc, chez les patients où on n'a pas réglé le problème d'hypertension portale due à la cirrhose, par exemple, qui font des acides résistantes qu'on n'arrive pas à gérer. Voilà, donc je vous remercie. Je termine par des messages. Antibiotiques, voilà, là, ça dépend. Des fois, on met des céphalosporines, des fois de première génération. Voilà. Donc, je termine par des messages clés. Donc, le syndrome hépatorénal est une cause donc fonction d'insuffisance rénale aiguë chez les patients atteints de cirrhose décompensée, s'il vous plaît, cirrhose décompensée, en particulier en présence d'acide. Le diagnostic clinique et clinique, et repose sur l'exclusion d'autres causes d'IRA. Donc, s'il vous plaît, avant de parler d'un syndrome hépatorénal, éliminez en premier lieu une obstruction, une toxicité infectieuse, médicamenteuse, des infections, une néphropathie sous-jacente, d'accord? Les facteurs déclenchants les plus fréquents sont donc l'infection spontanée du liquide d'acide, mais il y a aussi donc les infections graves, les diurétiques et surtout tout ce qui est ponction d'acide sans supplémentation, d'accord? Donc s'il vous plaît, il faut restaurer quand vous faites une ponction d'acide de 4 litres, essayez de mettre un peu d'albumine après. Les traitements reposent évidemment sur la perfusion d'albumine et sur les drogues et les vasoconstricteurs, si disponible la perlytricine. Sinon, donc, on met donc de la noradrénaline. J'insiste sur donc, le fait que la greffe hépatique est le seul traitement curatif et doit être envisagé dans la mesure du possible, le plus tôt possible. En médecine générale, donc, la prévention est cruciale. Quand on n'a pas des moyens, on n'a pas de facilité pour la greffe, il faut limiter donc l'utilisation des diurétiques. Et s'ils sont nécessaires, les surveiller donc de plus proche et éviter les AINS, tout ce qui est toxique pour le rein, et puis traiter rapidement toute infection et instaurer donc, une antibioprophylaxie si les patients risquent de faire donc une infection du liquide d'acide. En dernier lieu, et c'est la dernière donc, phrase, donc le syndrome hépatorénal donc, est potentiellement réversible. Donc, surtout, c'est une greffe est possible et c'est le traitement est mis en œuvre précocement. Sachez que, toute proportion gardée, le syndrome hépatorénal est surtout, donc, anciennement dit de type 1, c'est-à-dire avec infection insuffisance rénale aiguë, et de très mauvais pronostics, donc il faut faire très, très attention. Alors, je vous remercie déjà et on va essayer de répondre aux questions. Pourquoi on donne de l'albumine?
Albumine, on avait donc déjà répondu, c'est pour évidemment restaurer donc l'hypovolémie. Le diagnostic repose sur le fait de ne pas... Oui, ça c'est une très bonne question, mais c'est une réponse initialement, d'accord? Mais après, évidemment, vous allez donner un vasoconstricteur associé. On ne va pas donner de l'albumine seul, d'accord? L'albumine seul ne va pas régler le problème du syndrome hépato-rénal. Je pense elle, c'est pour poser le diagnostic. Est-ce que le fait de ne pas répondre à l'albumine, on pose le diagnostic d'un C'est syndrome parmi les critères diagnostiques. Oui, c'est L'absence de réponse. Oui, c'est le cas, oui, c'est le cas. L'absence de réponse, c'est le cas. et éliminer Il les faut donner pour chercher l'absence de réponse. Donc, on Voilà. ne peut pas prédire si on ne donne pas. En réalité aussi, donc, pourquoi on dit que c'est pourquoi on dit que c'est un test? Parce que, évidemment, si on ne donne pas, dans certains diagnostics, d'hypovolémie, on donne donc l'albumine, d'accord? Donc, il peut régler certaines causes d'insuffisance rénale chez le cirrhotique, hormis le syndrome hépato-rénal, d'accord? Mais dans le syndrome hépato-rénal, ça va être comme une solution temporaire, d'accord? Vous surchargez et l'hypovolémie de la vasoconstriction, donc ça ne va jamais marcher. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Donc, si vous avez d'autres questions, il n'y a pas de problème, vous pouvez les mettre sur le chat. Apparemment, c'est très clair, Yannick. Sauf s'ils ont des questions, c'est autre chose. De toute façon, Madame Bougam, on reste à votre disponibilité, à la disponibilité de tous les médecins. S'il y a des questions, que ce soit même après, ils peuvent nous Est-ce les... que vous transmettez les présentations? Oui, il n'y a pas de problème, oui, je pense. Ah, les fêtes, vous ne l'avez pas dû être ça. Si, je pense. Non, la dernière fois, non, parce qu'il n'y avait pas celle de Menzo. Ah, d'accord. Et voilà, on va rajouter celle de Menzo, et il n'y a pas de problème. Ils sont... C'est possible de le faire maintenant? C'est possible? Oui, ça marche. Ah, il t'embarque Lila, elle va. Oula, normalement, Madame Bougam, on a laissé même les présentations dans cet ordinateur la dernière fois, donc il n'y a pas de problème. Non, c'est la troisième. Ah, tu vas les envoyer les trois. D'accord, on va essayer de les envoyer, donc on va voir avec la dame. avec Lila. Voilà, je vous remercie, En tout madame. cas, c'était clair. Sincèrement, moi, j'avais un peu, je vous le dis, je vais être franche, que j'avais un peu peur de la complexité. Mais là, c'était très, très simple. On a simplifié, voilà, on a mis à Non, disposition. sincèrement. Surtout avec l'adoption de cas cliniques et d'explications, ça Voilà. Et des c'était... questions d'explication. Voilà, en plus, Ça m'a beaucoup aidé. On voit plus clair. Merci à vous. Inch'Allah. Merci à vous. Donc, on vous remercie pour votre attention. Et puis, on vous donne rendez-vous pour d'autres formations, Inch'Allah. Inch'Allah, on s'entendra, Inch'Allah. Voilà. Merci, Madame Bougam. Merci à vous, l'équipe qui sont, les participants, vous ne quittez pas. Il a essayé. Très bien, apparemment, dans tous les cas, s'il y a des propositions pour... On reste en contact de toute on reste en façon. contact, ouais. Il y a le premier. Voilà, la dernière fois, voilà, déjà ça commence. هذا هذا alors on va le troisième mais je vois sur la caméra je ne regarde pas هذا البعث هذا النحلة. لا يعني تبعت Ça va. c'est bon? Très bien. C'est bien. Voilà.